Aujourd'hui, dans l'histoire des épidémies, nous abordons la question du choléra. De l'Antiquité à la Renaissance, les médecins expliquaient la contagion par le contact immédiat avec un poison ou par contact avec de l'air infecté. Par conséquent, ils ne font aucune distinction nette entre la contagion et l'empoisonnement, quel que soit le support de l'infection, l'eau, la peau, l'air, etc. Ensuite, les usages non médicaux de la contagion firent leur apparition dans le domaine de la philosophie morale. La contagion morale se développe en contexte théologique. Contagion des péchés, des vices. Les pères de l'Église appliquent l'idée de contagion à la transmission des péchés. Après le XIIIe siècle, la contagion reste associée aux dimensions morales et théologiques qu'elle avait déjà dans l'Antiquité. La médecine intègre les croyances sur la contagion dans un nouveau dispositif, avec une théorie ferme et suffisamment souple pour s'adapter à un idéal type. Au XIXe siècle, un changement de point de vue s'amorce, grâce aux découvertes de Louis Pasteur et de Robert Koch. Ils ont découvert que les bactéries étaient responsables de la transmission des maladies. Le discours médical sur la contagion a changé. La virologie naissante ne permet plus d'inclure certains aspects moraux et théologiques de la contagion. À partir du moment où ils découvrent que nous ne sommes pas responsables du contage, celui-ci ayant une vie indépendante de la nôtre, il devient difficile de créer un lien entre la maladie et le péché. Mais on continue d'associer des maladies comme par exemple la syphilis à une punition divine et à la débauche sexuelle. Mais ce n'est plus la contagion qui explique la propagation du péché, mais le péché qui explique la propagation de maladies contagieuses. Et par ressemblance avec les avancées médicales, ils envisagent la possibilité d'une science de contagion morale. Thème 2, source 2. Cette source résulte d'une analyse de l'historien Régis Bertrand portant sur un livre écrit par Jean Giono et publié en 1951, Le Hussard sur. Le sujet principal est l'écriture de cette œuvre qui traite le périple d'un homme durant les temps de choléra, notamment sur la deuxième vague, parue en 1826 et en 1832 en France. Elle porte aussi sur une critique de documentation qui a mené à une œuvre étant parfois irréaliste sur le sujet et pouvant mener à une fausse représentation de ce qui était cette maladie. En premier lieu, on nous raconte brièvement le périple d'un personnage fictif du livre, le hussard sur le toit. L'homme principal de ce livre s'appelle Angelo Pardi. Il nous est décrit comme étant un colonel de hussards piémontais qui poursuivra son périple de la Provence jusqu'en Italie. En résumé, Angelo Pardi quitta son lieu natal après avoir tué un officier autrichien. Il fuit. Il franchit alors la frontière française et arriva en Provence, qui était un lieu en pleine épidémie du choléra. Il a comme objectif de retrouver son ami. Il partit alors à Manosque, une petite commune ravagée par l'épidémie. Accusé à tort d'empoisonner des fontaines, il se vit dans l'obligation de se réfugier sur les toits de la ville, d'où le titre, et explore des maisons désertées. Il poursuivra son aventure dans le but d'aider une certaine Pauline de Théus. Cependant, l'historien va se questionner sur cette œuvre et notamment sur la réalité historique de ce roman, ainsi que ses sources d'information. On nous décrira ensuite quelques lieux éventuels pouvant servir à une documentation dédiée à un livre, tels que des ex-voto, les deux vierges du choléra, oubliées avec le temps. Il nous dit aussi que Jean Giono ait pu remarquer à Marseille le bâtiment de l'orphelinat de la Providence créé en 1835, servant à abriter les enfants victimes du fléau. Il y a aussi le tombeau, l'obélisque du choléra, qui comporte 3 membres d'une famille de notables dont il aurait pu s'inspirer. D'autres monuments auraient pu être remarqués par Jean Giono, tels que le tombeau d'un médecin mort de son dévouement pendant la contagion, qui est visible avec sa statue pleureuse au cimetière Saint-Pierre. Il y a notamment une toile qui célèbre le succès de la quarantaine à bord de la Melpomène, mais Jean Giono l'a interprété comme étant le déclencheur du choléra en Provence. L'historien nous dit ensuite que ce n'est pas la seule liberté prise par l'écrivain, ce qui est problématique, car les faits rapportés peuvent être trompeurs et alors faire de fausses interprétations au lecteur. Ce n'est pas la seule liberté prise, au contraire, il en a pris plusieurs. Un de ses biographes a dit qu'il avait même fait une erreur de chronologie dans une œuvre en 1838, qui était une année dont le choléra ne fit guère parler de lui. Une autre fois, il écrivit dans un de ses romans qu'il y avait une destruction de cadavres par le feu aux portes de Sisteron. Ces anachronismes multiples peuvent porter à confusion. Malgré une très grande documentation, Jean Giono a décidé d'employer une liberté contraire à la réalité. Dans 2 de ses récits, sur 2 fléaux, la contagion colérique prend une tournure de cataclysme et de fausses représentations choquantes, telles que les gens descendaient leurs morts dans la rue et le jetaient sur le trottoir. Mais ces affirmations ne valent seulement pour la peste. Il y a d'autres choses irréalistes, telles que seules les personnes haineuses, égoïstes et qui ont peur attrapent le choléra, ce qui est bien évidemment faux. Nous comprenons à travers de cette source une certaine déception à cause d'une si grande documentation, mais de fausses tournures qui changent la réalité et ce qui s'est vraiment passé durant ces temps sombres. Thème de source 3.
La construction de la notion de contagion entre médecine et société. Les gens ont longtemps su fuir le danger, c'est un réflexe. Et lorsqu'on déclara l'épidémie du choléra, tout naturellement, ils ont fui. Les savants, scientifiques et médecins de l'époque ont longtemps attribué ces épidémies, comme la peste par exemple, à des mouvements d'astres. Par exemple, un mauvais placement de la planète Terre par rapport au Soleil et à Saturne causait telle ou telle maladie. D'un point de vue plus religieux, plus dans les croyances populaires, ces épidémies étaient l'œuvre d'un complot mené par les Juifs, longtemps considérés comme les assassins du Christ. Cela mena à des scènes de violence, bien entendu. Les villages, et la plupart étaient mal renseignés, accueillaient les nouveaux arrivants à coups de fourche ou d'épée. Des croyances bien ancrées dans les mœurs, souvent l'œuvre de ragots et autres transmissions orales de l'information déformée, occasionnaient des conflits. En 1831, époque où le choléra sévit, le niveau d'hygiène avait drastiquement augmenté par rapport au XVe siècle, mais bien entendu, de nombreux foyers insalubres, souvent liés au quartier où le pouvoir d'achat était considérablement réduit, voire inexistant, persistaient. Cela favorisa la propagation du choléra. La naissance d'une médecine liée à l'environnement, au XVIIIe siècle, causa bien des écrits qui redéfiniront le domaine. Ces adeptes néo-hippocratistes prétendent que l'homme est la nature, ainsi que l'environnement et la société, alors qu'avant, les érudits hippocratistes observaient comment la nature agissait sur la maladie pour qu'ils agissent de la même manière. C'est pour cela qu'au XIXe siècle, pendant les épidémies du choléra, les médecins définirent que l'air est tout aussi important que l'eau concernant les facteurs de propagation de la maladie. L'ensemble des poussières et particules dans l'air est alors appelé contage. On a d'un côté la théorie de l'infection et de l'autre côté la théorie de la contagion. La théorie de la contagion stipule qu'il faut bien discerner les conséquences et ce qui le propage, le vecteur de transmission. Le corps n'est alors qu'un support, une sorte d'arme utilisée par la maladie, d'après la plupart des croyances qui définissent la maladie comme un mal, un démon. Les savants du point de vue de la contagion soutiennent qu'il faut employer des mesures strictes comme les lazarets ou les quarantaines. Les théoriciens de l'infection, eux, entraînent de plus en plus de foyers à cause de leur méthode de ségrégation. Ceux qui animent la pensée de l'infection tentent de neutraliser la maladie avec des moyens servant à éteindre l'inflammation, comme avec des saignées ou des sangsues. Évidemment, pour les citoyens et toutes les classes de la société, peut-être excepté les élites qui prônent leur théorie, ont des notions assez confuses entre la contamination, l'inflammation, l'infection et tous ces termes qui sont utilisés. Les rangs des médecins maintenant divisés par leurs idéologies ne tardèrent pas à illustrer leurs propos et à recourir à des expériences parfois surprenantes, comme par exemple goûter le sang d'un colérique ou alors se coucher dans le lit où un malade venait de mourir. Puis après de longues délibérations, ils commencèrent à se concentrer sur les foyers de malades, à étudier les installations sanitaires et analyser l'hygiène. Ils en arrivèrent à la conclusion qu'il fallait isoler les foyers pour ne pas que la propagation continue. Mon document, c'est une interview faite à Patrice Bourdelais sur le choléra dans les années 90. Donc à cette époque-là, le choléra en fait venait de frapper l'Amérique du Sud. Et dans ce document, ils vont donc parler sur les origines et les conséquences de cette maladie à travers le monde et les époques. Donc ils commencent par dire que c'est pas une surprise que le choléra touche le Pérou dans les années 90. Parce que le choléra était déjà présent dans d'autres pays, notamment dans le sud de l'Asie et le Moyen-Orient. Et puis les transports aériens et internationaux permettent une contamination rapide. Mais ce qui a surtout accéléré l'épidémie, ce sont les bidonvilles. Parce que la nourriture est contaminée, l'eau n'est pas potable, etc. On parle ensuite des grands foyers de choléra actuels. Comme quoi la niche de cette maladie se trouve surtout dans le sud-est asiatique, l'Inde et le Moyen-Orient, et puis l'Afrique commence aussi à faire partie de ces pays. Puis il parle des gouvernements, donc il disait comme quoi il cachait le nombre de cas du choléra pour éviter l'affolement de la population, l'immigration massive ou les troubles sociaux. Mais le Patrice Bourdelais disait que les épidémies colériques font ressortir les mauvaises conditions de vie et donc l'incompétence du gouvernement. Ensuite, ils ont parlé de l'histoire du choléra, comme quoi il y a eu au total 7 pandémies du choléra au cours du 19e et du 20e siècle, donc c'est là que la maladie a le plus frappé, et l'Europe ne les a pas toutes vécues, et on estime quand même le nombre de morts total inférieur à l'épidémie de la variole ou de la tuberculose par exemple. Et dans la prochaine question, ils ont discuté sur la gravité du fléau. Donc, comme quoi au début les gens ils ont pris ça à la rigolade, le choléra. Ils pensaient que leur niveau de développement va les protéger de la maladie.
Ensuite, dans un deuxième temps, vient la colère. Donc on accuse le gouvernement et les bourgeois de chercher à empoisonner la population. Et ensuite, dans un troisième temps, apparaissait la peur et les gens restaient chez eux par peur d'être contaminés. Ensuite, on a demandé à Patrice Bourdelais comment est-ce que les gens combattaient le choléra. Patrice Bourdelais a répondu que les gens croyaient que le choléra était présent dans le vent, donc il faisait parfois des feux aromatiques, et qu'on utilisait aussi les mêmes mesures qu'on utilisait pour la peste. Sauf que, vu que c'est pas la même maladie, ça avait plus un impact négatif que positif. Et on contrôlait aussi les populations et on faisait des quarantaines également. Ensuite est venu le thème des conséquences sociales avec le choléra. Et on peut voir que les révolutions et les soulèvements contre le pouvoir établi dans le pays sont d'autant plus violents que le choléra menace, surtout après 1848. Et ensuite, on a demandé à Patrice Bourdelais si la peur du choléra pouvait être comparée à la peur pour le sida ou la peste. Et il a répondu que la peur des trois maladies est très différente. Pour le sida, on connaît l'agent infectieux, on sait comment s'en protéger. La peur vient du fait qu'on ne connaît pas de cure une fois qu'on a contracté la maladie. La peste, au contraire, avant, elle était perçue plutôt comme un fléau envoyé par Dieu à cause des péchés humains. Et finalement, la peur du choléra provient simplement de la rapidité qui survient une fois sur deux chez les personnes atteintes. Et puis, pour le choléra, on ne sait pas comment il se transmet et on ne connaît pas l'agent non plus. Le texte de Monsieur François de Laporte nous décrit l'arrivée de la pandémie du choléra en Amérique latine, plus précisément à Mexico au XIXe siècle. Ce texte nous apprend que le gouvernement de Mexico qui, ayant eu vent de la pandémie qui décimait l'Europe, se renseigna sur la nature du mal auprès des médecins afin de pouvoir se préparer au mieux pour lutter contre la pandémie. Cette pandémie passait de pays en pays, lentement et sûrement. Ce qui fut constaté par les médecins de l'époque, c'est que le choléra s'en prenait aux plus démunis, aux personnes mal nourries qui, suite à leur pauvreté, avaient un grand manque d'hygiène, dû aussi à la surpopulation des quartiers dans lesquels ces gens vivaient. Bref, le choléra s'en prenait aux pauvres, aux hommes affaiblis par la misère. De ce fléau découlaient des mesures pour lutter contre celui-ci. Deux sortes de mesures furent mises à jour, des mesures sanitaires et hygiéniques, dont l'amélioration de la salubrité publique et notamment des restrictions au niveau des ports. Il fallait donc mettre en place des quarantaines pour les navires provenant de l'étranger, selon les médecins du littoral. Un certain dénommé Dancourt proposait que l'on adopte des mesures plus sévères pour les navires provenant de l'Europe et des mesures plus souples pour les navires provenant des Antilles, de l'Amérique du Nord et des ports de la République. Le problème étant que l'on ne savait pas à l'avance quel lieu était infecté. De plus, avec le problème que posaient les contrebandiers, il aurait fallu mettre en place des postes de contrôle le long des côtes, et, avec la longueur de côte du Mexique, cela était impossible. Les médecins des villes, eux, préconisaient certaines mesures hygiéniques, qu'ils appliquaient surtout aux pauvres. Il fallait une bonne hygiène, mais qui dit bonne hygiène dit aussi retournement de la condition sociale, défavorisée en une condition d'aisance qui définit celle des nantis. L'impossible. Il fallait donc se tourner vers la prévention des populations, mettre en place des recommandations sur certaines mesures à prendre, tout en restant dans la simplicité pour que tout le monde comprenne ce qu'il faut faire. Mais les médecins savaient bien qu'il n'était pas en leur pouvoir de répondre aux besoins de la population, et que celle-ci ne suivrait pas leurs sages conseils. Pour les médecins, c'était le gouvernement qui devait faire appliquer les mesures prophylactiques et aider les pauvres. Il fallait que cela vienne d'une partie autoritaire, au risque de sanctions, si les mesures n'étaient pas appliquées. Et que c'est au gouvernement d'établir des maisons de charité pour soigner les malades, des hôpitaux situés dans des endroits sains et des maisons de convalescence. Que le gouvernement montre l'exemple et que tout le monde le suive. Malgré tout, le gouvernement n'a pas suivi les recommandations des médecins et s'est tourné vers des mesures d'assainissement. Cette décision s'expliqua suite aux nouvelles de l'étranger. De ce fait, dès septembre 1832, l'autorité décidait d'éliminer les divers foyers d'infection en améliorant le service de nettoiement, veiller à l'accomplissement du contrôle des nettoyages et surveiller les citadins pour qu'ils appliquent les règles d'hygiène. Cette politique de salubrité durera jusqu'à la mi-juin 1833. Ce n'est qu'à partir de la mi-juin que le gouvernement projette une politique d'assistance à la population, qui s'avère être un projet ambitieux. Le changement d'attitude des autorités s'explique évidemment par la proximité du fléau.
L'été 1833, le pays est pris en tenaille. Ce n'est qu'à la veille de l'entrée du choléra dans la capitale qu'est publiée l'ordonnance du 8 août. Celle-ci proclame la création d'un conseil municipal de salubrité qui devra procéder au quadrillage de l'espace urbain et contrôler les différents quartiers. À la tête de chaque quartier sera nommé un commissaire qui, tenu de rendre des comptes de ses activités, veillera à l'accomplissement des mesures d'hygiène et proposera celles qu'il considère comme opportunes. De plus, la municipalité veillera à ce que les pauvres ne manquent de rien. À cet effet, chaque commissaire établira dans chaque quartier une maison d'aliments et de médicaments. D'autres mesures seront aussi prises. Partant d'un catalogue de simples mesures de police sanitaire, on proposait finalement une véritable politique d'assistance aux populations. En somme, une politique semblable à celle qui avait été mise en place dans les capitales européennes. De ce programme, peu de choses passeront dans la réalité au moment de l'épreuve. Au plus fort de l'épidémie, la ville prendra un aspect insolite. Les ordonnances publiées aux jours les plus sombres, les 10, 12, 13, 18 et 20 août, montrent que celle du 8 août n'était qu'un programme. D'un côté, le gouvernement reprend toute la série de mesures prohibitives qui y figuraient. De l'autre, ils abandonnent tout ce qui concernait une politique d'assistance aux populations, sous le triple rapport de salubrité publique, des secours aux pauvres et des soins aux malades. Enfin, il innove en imposant des mesures d'hygiène élémentaires, fumigation, blocage des prix pour les produits de première nécessité, et stricte définition des obligations des médecins envers les malades. Il est maintenant de prescriptions qu'il faut faire respecter, d'autant plus qu'elles sont celles que préconisaient les médecins. S'il fallait définir cette stratégie, on pourrait dire qu'elle consiste à conseiller de près et gouverner de loin. Conseiller de près, c'est donc contraindre les personnes plutôt que de les informer. Gouverner de loin, c'est donc contraindre les personnes plutôt que de les prendre en charge. Or, ce type de gestion s'applique à de nouveaux objets et utilise de nouveaux instruments de correction. Ce sont les agents qu'il faut contrôler. Ceux qui produisent, achètent et vendent. Sont ici visés les citoyens et les membres des différentes catégories socio-professionnelles qui sont tous sujets de droit. Le gouvernement établit des règles que si tout le monde respecte, la pandémie ne devrait avoir largement moins d'impact. Il met donc en place une stratégie très cohérente. Il faut en convenir, la spéculation, la souffrance et le désordre sont trois mots qui ne manquent jamais d'apparaître en période d'épidémie. De là un triple objectif, s'opposer au dérèglement de l'économie, conjurer le mal et maîtriser les séditions. Le 13 août paraissent les articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance qui fixe les prix des produits de consommation courante. Cette mesure lutte contre l'enrichissement. L'autorité ayant renoncé à assister les pauvres, on se tourne vers l'Église et les riches. La salubrité publique est aussi assurée de par les mesures qui concernent respectivement la prévention, les soins et les inhumations. L'ordre. Les ordonnances des 10 et 20 août élargissent les prohibitions relatives aux rituels des enterrements. Ces nouvelles susciteront la crainte. Le 5 octobre, un décret autorise que la somme de 10 000 pesos, initialement destinée à la fête et l'anniversaire de la Constitution fédérale, soit investie en secours aux pauvres convalescents. Les ordonnances du 19 et du 22 novembre lèvent la plupart des mesures d'exception, l'épidémie étant éteinte. Il faut noter le contraste frappant entre la prolifération de la littérature médicale avant l'arrivée de l'épidémie et le silence des médecins après l'épreuve. Malgré ces conflits, la question des conditions d'existence des populations n'a jamais été résolue. Encore aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, des milliers de gens meurent chaque année. À chaque nouvel événement, on peut observer l'apparition de rumeurs causées par l'excitation du peuple concerné. Souvent, ces rumeurs ne sont même pas basées sur des faits réels. Elles sont juste la source du fruit de l'imagination. On va donc parler des rumeurs qui ont pris de l'ampleur et qui sont devenues des mythes courants au sein du peuple, entourant le choléra. Son symbole verbal est souvent associé au terme mal absolu, parfois associé aussi avec la peste. De cette maladie s'inspirent de nouvelles expressions au sens lourd, comme c'est un vrai choléra pour désigner quelqu'un qui n'est pas souhaitable. Elle est souvent décrite comme une maladie terrifiante, autant que celle de la peste à cause de sa mortalité, sa contagion et d'autres facteurs. Cette maladie fut si importante pour les consciences qu'elle eut son propre chapitre séparé de celle des épidémies de peste. Le premier vrai mythe du choléra concerne ses déplacements à travers le monde. Il traversait les continents à la vitesse de celle d'un marcheur. Ce premier aspect n'a pas été laissé de côté par la population. On en parle dans les textes de Chateaubriand et de Gensu comme si c'était une personne en utilisant des termes comme « il », confirmés comme étant fausses ou du moins erronées et remplacés par un autre moyen de locomotion.
dans les villes. Cela crée probablement du racisme et des torts à l'encontre des Juifs pendant cette période. Mais cela n'est pas si différent de nos jours, si l'on peut se l'avouer. Un autre nom qu'on utilise est celle de l'infernal voyageur. Terrible, car tout ce qu'il laisse derrière lui, c'est la misère et la mort. On découvre bientôt que le choléra voyage aussi par bateau. Ainsi meurent les mythes. Mythes donc confirmés comme étant fausses ou du moins erronés et remplacés par un autre moyen de locomotion. Le vent, la bise, l'air. On émettait l'hypothèse que le choléra se trouvait dans l'air. On peut donc imaginer l'effet que cela a dû faire au peuple. Les jours venteux, on restait chez soi de peur du choléra, on se méfiait des vents du printemps venus directement de l'Occident. Victor Hugo décrit le vent du printemps comme étant chargé de choléra. De ces vents naquirent de nouveaux mythes. On imagina des transporteurs de choléra, les trois principaux, un nuage mortel, une comète et un cheval volant, tous porteurs du choléra. L'hydricité du choléra laissa place à un nouveau mythe. On pensa qu'on empoisonnait l'eau des fontaines que le peuple utilisait quotidiennement. Cela créait des tensions envers les étrangers. S'ils se rapprochaient d'une fontaine, ne serait-ce que pour un petit moment, ils auraient automatiquement été considérés comme empoisonneurs aux yeux du peuple et auraient été frappés, parfois jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les docteurs furent aussi parfois accusés de droguer leurs patients au choléra. L'ignorance de cette maladie pouvait rendre les gens très suspicieux et même les mettre aux abords de la folie. Cette ignorance faisait croire à chaque individu une hypothèse différente de la provenance du choléra. Certains pensaient à des insectes, des mouches, et d'autres supportaient autre chose. Jusqu'à la découverte du choléra en 1883 par Koch, on ne pouvait qu'imaginer d'où il venait. En fin de compte, la maladie a toujours été décrite comme un monstre dévorant tout sur son passage. Que ce soit un cheval volant, une comète ou un insecte, il représentait tous la terreur. Les gens en ont si peur qu'ils n'osent même plus prononcer son nom, comme si le choléra pouvait les entendre. Seuls les plus riches qui peuvent s'en protéger utilisent son nom. On en a si peur que seuls quelques témoignages font partir les plus riches dans la compagnie. On commence à essayer de trouver les couleurs qui symbolisent le choléra, comme la peste est représentée par le noir. Au début, il est représenté par la couleur verte, car la couleur de la chair après la mort se transforme en vert. Mais quelques minutes après, la chair se transforme en la couleur bleue. On a donc des idées très différentes de sa couleur symbolique respective. Mais pour la plupart des écrivains, c'est le bleu qui prend le dessus sur le vert, et c'est même devenu une partie du drapeau de l'Indochine. On lui donne aussi une odeur symbolique, celle d'abord du sirop, une odeur douce et sucrée. C'est un peu glauque pour une maladie qui évoque la mort, mais une fois mis sous la chaleur du soleil, l'odeur devient celle de la charogne. Une odeur pestilentielle et très forte en respectant les témoignages. On dit que l'odeur est si forte qu'il pourrait presque voir la fumée qui émane des corps. Enfin, il y a aussi le bruit symbolique du choléra, ou aussi décrit comme étant sa musique. Ce sont les tambours funèbres et les bruits de chars remplis de corps roulant sur les pavés. Le choléra possède aussi ses animaux symboliques. Il en a deux, les rats et les mouches. Lorsque les cadavres sont laissés seuls, ne serait-ce que pour quelques minutes, ils deviennent le territoire des rats et des mouches. On retrouve des corps en train de se faire dévorer par des rats pendant que les mouches les survolent. Les chiens domestiques retournent aussi à l'état sauvage. Ils dévorent les cadavres de leurs maîtres, ils deviennent un vrai fléau pour les vivants. Mais la plus terrifiante de ces animaux symboliques sont celles de la cornée. Ces oiseaux noirs qui représentent l'apocalypse commencent eux aussi à s'attaquer aux cadavres et aussi aux habitants. Leur noirceur qui survole les villages inspire l'anxiété et l'impression de tout le temps être une proie au choléra. Tous ces animaux qui sortent de terre et n'ont plus peur des humains donnent l'impression à une reconquête du territoire animal. Plusieurs écrivains décrivent un paysage rempli de nature et d'animaux à l'état primitif en train de semer le chaos. On dit même que le choléra est en train de recréer un jardin d'Éden pour les animaux. Ce jardin possède son serpent vicieux, cette fois-ci bleu, pour représenter le choléra. Ce serpent qui contrôle le nouveau jardin d'Éden et qui peut détruire la vie des hommes. Une fois que la mort survient, des grimaces se forment sur les visages des victimes et se pétrifient. On retrouve les corps dans des postures étranges et anormales. Cela inspire la peur auprès des familles car on dirait presque que le choléra se moque de ses victimes. On appelle ces grimaces le grotesque du choléra. Pour certaines personnes, on en riait car ces visages grotesques semblaient humoristiques. On en concluait qu'il fallait fêter la vie et vivre pour contrer le choléra et survivre. Au moment de la mort, on voulut quitter le monde avec un instant de jouissance.
On viola des femmes et des orgies prirent place. On fêta la vie jusqu'au moment de la pétrification du visage des défunts qui se figèrent en un ultime rire. Bien sûr, il y eut des héros du temps qui combattaient le choléra avec des recherches scientifiques et les soins auprès des malades, mais la plupart sont eux aussi victimes du choléra. Ils sont souvenus comme étant des héros. Cela conclut donc le sujet du choléra et ma partie sur la mythologie du choléra.